Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité. Au sommaire, la réorganisation scolaire qui va bon train à Nyon. Nous ferons le point sur ce chantier pharaonique avec le municipal Claude Huldry. Les chasseurs qui volent au secours des fonds, eh oui, ils nous présenteront leur projet dans quelques minutes. Et enfin, Jardins en fête, Prons et Quartiers à Coppès, c'est ce week-end. Un rendez-vous à ne pas manquer, vous l'aurez compris, pour les amateurs de jardinage. Je vous le disais à l'instant, à Nyon, le futur complexe scolaire et sportif du Reposoir, dont l'ouverture est prévue en août 2018, s'appelle désormais le complexe du COSI. C'est dans le cadre de la réorganisation scolaire. L'occasion donc de faire le point sur cette réorganisation avec vous, Claude Huldry. Bonjour. Bonjour. Municipal en charge notamment de l'architecture et des bâtiments. Un premier élément sur ce changement de nom. Pourquoi le Reposoir devient COSI ? C'est une décision municipale. Pour la petite histoire, notre syndic trouvait que Reposoir et Couchant faisaient un petit peu trop MS comme nom. Donc, pour changer le nom du Couchant, c'est un peu tard, puisque nous allons livrer ce bâtiment en août de cette année, 2017. Par contre, Reposoir, il était encore temps, et nous avons décidé, en municipalité, de donner ce nouveau nom, complexe du COSI. Et on rappellera que COSI, c'est une rivière qui coule juste à côté. Juste à côté, effectivement. Vous êtes dans le cœur opérationnel, Claude Huldry, de cette réorganisation, les finances d'un côté, les bâtiments et l'architecture. C'est le genre de chantier qu'on ne vit qu'une fois dans une vie, finalement. Oui, tout à fait. Lorsque nous avons, si vous me permettez l'expression, vendu ce projet à 69 millions du COSI au conseil communal, nous avons rappelé que le dernier projet de cette importance en ville de Nyon était le complexe du Rocher, à l'époque, qui avait coûté bien moins cher, mais si on extrapolait les francs par rapport à 1970, nous étions à peu près dans la même cible. C'est effectivement un chantier qu'on vit qu'une fois, en tant que municipal en tout cas, mais beaucoup de municipalités aussi ne le vivront plus. Alors il y a le Reposoir COSI, donc on vient de l'évoquer. Vous allez vous faire à ce nom ? Oui, tout à fait, tout à fait. Sans changer les habitudes. Il y a aussi Nyon-Marsens qui a été inauguré, mais on va aussi évoquer le Couchant qu'on vient de parler. Le tout, c'est 110 millions de francs. Ça donne une idée aussi de l'importance de ces travaux. Si on prend le collège, l'école du Couchant, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui est prévu au Couchant ? Alors pour les chiffres, c'est 23 millions pour le Couchant, c'était 21 millions puisqu'ils sont dépensés maintenant pour Nyon-Marron, et c'est 69 millions pour le collège du COSI. À quelle échéance l'ensemble de cette réorganisation on va dire que l'objectif, c'est 2030 pour l'arrivée des nouveaux habitants de la ville de Nyon. Alors, c'est un peu différent. L'objectif, c'était de planifier jusqu'à 2030, mais on n'a pas jusqu'à 2030 pour mettre en marche ces écoles, puisque Nyon-Marron a été livré, et le Couchant sera livré d'ici 2 mois et demi au directeur d'école, si tout va bien. Mais en tout cas, les élèves ont déjà reçu leur nouvelle affectation, avec même, semble-t-il, le numéro des classes. Donc, nous devrons livrer. Donc, on est déjà assez loin dans la réalisation et la concrétisation. 2030, je disais, parce que c'est l'objectif en termes de population. Aujourd'hui, on est à peu près à 20 000, et on serait à 28 300 habitants en 2030. C'est pour anticiper cette augmentation de la population. Est-ce qu'on est sûr que ça va suffire, Claude Huldry ? Alors, certains conseillers communaux disaient que ça serait même trop. Je ne suis pas sûr, puisqu'on voit qu'au mois d'août de cette année, toutes les salles du nouveau complexe du Couchant seront utilisées. Bien entendu, en 2018, nous allons offrir de nouveau 24 salles de plus avec le COSI. Un mot sur l'école du centre-ville, qui est aussi très attendue. C'est une priorité de la municipalité aujourd'hui. Est-ce qu'on part plutôt vers une rénovation ou un agrandissement à l'heure actuelle ? Alors nous avions prévu un agrandissement à l'époque, puisque ça devait revenir à un centre primaire important. Aujourd'hui, vu les chiffres, mais surtout le fait que Perton-Historie ne se fera que probablement dans les années 2025-2030, les élèves pourraient être reconduits au Rocher. Donc ça veut dire qu'on va rénover, probablement sans agrandissement, mais la décision finale va arriver ces prochaines semaines. Au niveau tous ces travaux, au niveau du nombre d'élèves par classe, est-ce qu'il y a une évolution qui va être faite grâce à ces travaux ou pas forcément ? Alors, les normes existaient déjà lorsqu'on a mis la planification scolaire en route, c'est-à-dire en 2011. Donc, nous sommes de mémoire à 20 élèves par classe. Donc, ça n'a pas changé. Ouais, pour les chiffres, à fin 2016, il y avait 2360 enfants scolarisés. Je parle sous votre autorité, vous me dites si j'ai une bêtise. 14 écoles publiques réparties sur 7 sites, actuellement à Nyon. Quand on regarde aussi l'ensemble de tous les travaux et les projets qu'il y a, là, il y a la réorganisation scolaire, mais il y a toute
tous les autres projets de chantier, alors on va citer quelques-uns, les chemins de mobilité douce, la petite ceinture, la passerelle Nyon-Prangin, éventuellement depuis la route du Stand entre la parcelle Lude et le nouvel hôtel de police, le long des voies CFF dans le cadre des mesures d'agglomération. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais je crois qu'on a pu le remarquer aussi. Toutes les communes sont soumises à la même rude épreuve, tant architecturale que financière. C'est une réalité qui nous touche tous. À Vevey, Montreux, Yverdon, tous ont dû construire ou devront construire des centres scolaires. Claude Huldry, un grand merci pour votre présence et puis on a envie de vous dire bon courage. Merci. Merci, au revoir. On reste dans le domaine scolaire avec deux associations. L'association régionale pour l'accueil de jour des enfants et l'association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et environ qui ont fusionné. Elles deviennent l'association intercommunale enfance et jeunesse, appelée avec son diminutif Enjeu. On en parle avec vous, Joël Salaramu. Bonjour. Vous êtes membre du comité de direction de cette nouvelle entité, accessoirement et aussi vice-syndic d'UI. Merci de votre présence aujourd'hui. Que regroupe tout d'abord cette nouvelle entité ? Alors, cette nouvelle entité regroupe 11 communes de l'ancien district de Rolle, les communes qui finançaient tout ce qui sont les infrastructures scolaires et parascolaires et les communes qui financent également l'accueil de jour. Et ça, c'est dans le cadre de l'application d'un côté de la journée continue et de l'autre la loi sur l'accueil de jour qui a été acceptée par les Vaudois. Oui, alors les anciennes associations avaient pour mission la même chose. Simplement, nous, on a fusionné pour permettre une meilleure synergie et d'avoir un guichet pour les parents afin qu'ils puissent placer leurs enfants dans nos structures. Donc, on a les mêmes enjeux, effectivement, que la ville de Nyon, peut-être à plus petite échelle. On doit enclasser 1600 élèves. Donc, on a pour mission de fournir tout ce qui est bâtiments scolaires, parascolaires, cantines scolaires, etc. Et d'un autre côté, l'accueil de jour, donc fournir tout ce qui est unité d'accueil pour écoliers, les crèches, et donc tout ça sous cette association dénommée Enjeu aujourd'hui. Et dans la bibliothèque intercommunale aussi, dont vous vous chargez. Alors oui, alors la bibliothèque intercommunale, le centre socio-culturel Sésame, on a également l'école de musique au sein de nos bâtiments scolaires, même si nous ne le gérons pas, mais nous devons maintenant effectivement fournir les locaux aux écoles de musique. Ça, c'est effectivement dans les nouvelles normes, donc c'est toujours des investissements supplémentaires. Vous êtes propriétaire de certains lieux ? Alors pour un certain nombre de bâtiments aujourd'hui, effectivement, nous en avons construit, nous en construisons encore, nous sommes propriétaires. Donc nous avons dû, pour faire front de cette augmentation de la population, donc construire un bâtiment scolaire à 25 millions à Rolle pour accueillir donc, les fins primaires, les 7 et 8e. Nous avons dû construire également un restaurant scolaire qui fournit 600 repas jour, qui fournit effectivement toutes les structures d'accueil, UAPE et crèche, et par un restaurant scolaire pour fournir jusqu'à 200 repas par jour. Nous construisons actuellement un bâtiment à JI pour les primaires, donc de la première année à la 7e année, c'est-à-dire 10 salles de classe, 2 salles de gym, une UAPE et une cantine, pour un montant de 17 millions. Et là aussi, tout comme avec Claude Huldry pour Nyon, on voit ici l'explosion démographique. Il faut suivre, c'est là aussi un chantier qui est pas une mince affaire. Non, ce n'est pas une mince affaire, toujours à la charge des communes, donc par des municipaux qui sont au niveau des comités de direction et qui doivent prendre des décisions importantes en relation avec les écoles, et c'est parfois pas simple. Est-ce que du point de vue des parents et surtout des élèves, cette fusion de ces deux structures va changer ou améliorer quelque chose, et si oui, quoi ? Alors, d'avoir un guichet unique pour poser les questions, et également une synergie entre nous, tous les municipaux, donc au niveau du comité de direction, pour avoir une vision claire, pour répondre aux besoins dans l'enveloppe budgétaire qu'on a. Une sorte de carrefour, finalement, de ces éléments-là. Oui. Alors, on a pu le faire parce que ce sont les mêmes communes qui financent toute la partie scolaire, donc école obligatoire, et l'accueil de jour, donc UAPE et crèche. Donc, c'est pour ça qu'il a été plus facile de fusionner ces deux anciennes associations. Et puis quand même, une fête, Joël Salaramu, c'est l'inauguration le samedi 20
toute la journée? Oui, alors au niveau de donc c'est sur le territoire de Rolle où on a donc ces nouveaux bâtiments qui ont été construits pour répondre aux besoins. Donc le bâtiment D qui accueille 10 classes comme je l'ai dit et les primaires, une bibliothèque, un centre socioculturel et la nouvelle cantine où on va plutôt appeler restaurant scolaire avec une cuisine de production. Pourquoi restaurant scolaire plutôt que cantine? C'est plus vendeur aujourd'hui, restaurant scolaire, effectivement, que cantine, mais bon, on comprend peut-être mieux les cantines. Donc l'inauguration a lieu le samedi 20 mai, une partie officielle présidée où on attend un discours de Madame Nouria Agorité ce jour-là. Donc ça sera une grande fête où les architectes, effectivement, vont faire un discours, notre présidente, le syndic de Rolle. Et ça sera une jolie fête. Le samedi 20 mai, de 10h à 17h au campus du Martinet. Merci beaucoup, Joëlle Salaramu, et à bientôt. On reste dans le domaine scolaire, et ce sera pour clore ce chapitre avec le collège des Rojalais de Coppet qui fêtait ce week-end son quart de siècle, 25 ans. Petite visite dans un bâtiment à l'architecture si particulière, en compagnie d'un des anciens des Roges, l'incontournable Rodolphe Henner, avec Andrea Braslopo. La pluie n'aura pas empêché la fête. Le week-end dernier, le collège des Rojalais de Coppet fêtait ses 25 ans pour une série de festivités. L'occasion d'aller à la rencontre d'anciens visages qui se souviennent des premiers jours. C'était en 1991 et l'inauguration en 1992. On était environ 60 enseignants pour 700 et quelques élèves. Un bâtiment tout neuf avec tout ce qui concerne le chantier autour, donc beaucoup de boue, mais des classes toutes neuves, des élèves sympathiques et une ambiance très agréable. On n'a que des bons souvenirs, on se souvient que des bonnes choses, même si eux nous disent vous vous rappelez quand vous m'avez collé telle ou telle chose, ben non, on se souvient que des bonnes choses. Alors c'est vrai que c'était en 91, donc c'était tout neuf, et l'aspect de la grande ligne à l'infini comme ça m'avait quand même beaucoup frappé, et puis petit à petit on a trouvé ses repères. Mes premiers souvenirs c'est en tant que professeur, et puis maintenant comme directeur c'est un autre métier finalement. Et puis en effet, j'ai eu la chance de pouvoir investir ce magnifique bâtiment qui a été construit par un architecte de talent. Et aujourd'hui encore, on en voit les résultats puisque le collège est beau, il est presque aussi beau, enfin il est aussi beau, je dirais, que le premier jour. Une journée de visite qui aura aussi permis de découvrir les différentes salles de classe, du dessin à la science en passant par la gymnastique, mais aussi les travaux des écoliers réalisés pour les 25 ans. C'est là où on a notre exposition d'art vidéo pour le 25e du collège. Ça m'a plu beaucoup, ça m'a pris assez de temps, ça m'a pris environ 2 mois et demi, 3 mois je pense. Donc, mais ça m'a plu, c'était des beaux moments passés. Et si le week-end fut placé sous le signe de la nostalgie, les écoliers d'aujourd'hui aussi sentent que le bâtiment un jour leur manquera. Oui, quand même. Je pense que ce sera l'une des plus belles années de l'école. Ouais. Ouais, parce qu'on a tous nos potes avec nous. L'année prochaine, on va être tous dispersés et tout. Donc, ouais. Je vous le disais en titre, les chasseurs volent au secours des fonds. Ils lancent une opération pour les sauver des faucheuses mécaniques qui ont tué plusieurs milliers chaque année et chaque printemps en Suisse. On en parle avec nos deux invités, à commencer par Raymond Bourguignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Diana Nyon, membre du comité de la Fédération des sections vaudoises de la Diana. Et avec nous, votre vice-président Yves Maigreau. Bonjour. Bonjour. Donc vice-président de la FSVD. On va peut-être préciser, Yves Maigreau, d'abord qu'en mai et en juin, pourquoi est-ce qu'il y a cette hécatombe de fonds? C'est que les chevrettes mettent bas dans les prés et dans les champs durant cette période-là. Exactement, c'est la période de mise bas, comme on dit, qui va à peu près de mi-mai à mi-juin. Ça dépend des altitudes, ça peut commencer plus tôt en plaine, ça peut durer plus longtemps en altitude. Mais c'est effectivement à cette période-là que les chevrettes font leurs petits. Mais c'est aussi malheureusement pour eux que c'est la même période pour les paysans qui font leur foin. Ouais, et du coup, on imagine les fonds sont peu visibles avec les herbes hautes. Il y a plusieurs méthodes, Raymond Bourguignon, pour pouvoir débusquer ces fonds, pour éviter qu'elles ne se fassent tuer par ces faucheuses. Il y a les méthodes usuelles qui ne sont pas, dont le résultat n'est pas très probant. Et il y a une nouvelle méthode qui a, là, il y a 100%, près de 100% de réussite. Quelle est cette méthode? Alors la méthode, c'est avec les drones et des caméras thermiques. Donc ce qu'il faut, c'est que d'abord que l'agriculteur soit attentif à ça, qu'il connaisse bien ces parcelles qui soient sensibles, et puis qu'au moment où ils veulent effectuer donc ces travaux, eh ben, qu'ils nous appellent.
c'est-à-dire si possible un jour avant. C'est-à-dire s'ils décident de faire la fauche le matin du jour après, ben, ils nous appellent le soir même et puis nous on s'organise pour venir au lever du jour pour pouvoir détecter les faons ou éventuellement même une chevrette qui s'y trouverait, de manière à pouvoir les enlever de cette prairie. Alors là, vous lancez un appel, alors d'abord aux agriculteurs. Est-ce que cet appel est reçu auprès des agriculteurs? Est-ce qu'ils l'entendent? Alors oui, certains, d'autres un peu moins, malheureusement. Mais je crois que c'est important, c'est que oui, dans ce contexte, ils nous appellent. Et puis, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse pouvoir détecter ces faons lorsque la chaleur n'est pas trop élevée. C'est ça qui est important. D'où l'importance, peut-être par rapport à un agriculteur, c'est d'avoir un petit planning qui, au lieu de dire « Ah ben c'est midi et je vais faucher l'après-midi », peut-être de dire « Attendons le lendemain si la météo est aussi prête et puis appelons ces personnes de manière à ce qu'ils puissent retirer les faons de la prairie ». Ça, c'est pour l'appel aux agriculteurs. Yves Maigret, il y a aussi un appel pour les pilotes de drones qui souhaiteraient participer à cette opération. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'une telle action demande beaucoup d'investissements humains, mais aussi beaucoup d'investissements financiers. Mais dans un premier temps, c'est vrai que l'idée, c'est de trouver un maximum de pilotes équipés, si possible avec des caméras, mais si ce n'est pas le cas, on pourra peut-être trouver une solution. Avoir un maximum de pilotes parce que la période, en fait, est très courte. Et puis, pour intervenir... C'est en ce moment, ça commence maintenant, mais ça dure un mois. Et puis, c'est à peu près partout en même temps que les gens vont intervenir pour faire leurs foins. Donc, l'idée, c'est d'avoir un maximum de pilotes pour pouvoir intervenir dans le plus d'endroits possible. Est-ce qu'il y a des volontés de recherche de fonds, Raymond Bourguignon, pour pouvoir aider justement à la mise en place de ces opérations-là? Parce qu'on imagine bien un drone avec l'appareil spécifique, c'est pas donné. C'est pas donné, effectivement. C'est des investissements qui ne sont pas négligeables. Ici, actuellement, dans le district de Nyon, dans la région, on a 3 pilotes de drones, donc ils sont équipés. Et puis, nous-mêmes, FSVD, on a décidé de pouvoir subventionner un peu ces gens par rapport à leurs actions. Donc, il faut savoir que pour l'agriculteur, c'est une action qui est gratuite. Donc, il n'y a rien à payer, donc il faut qu'ils en profitent. Et nous, c'est vrai que maintenant, comme Yves Maigret vient de le mentionner, c'est rechercher des pilotes de manière à pouvoir utiliser ceci et cette technologie sur l'ensemble du canton de Vaud et si possible aussi peut-être des sponsors qui nous permettraient d'acheter en fait des caméras thermiques et puis de pouvoir étendre cette action. Voilà, l'appel est lancé. Une dernière chose, Yves Maigret, une question provocatrice à dessein. Que répondez-vous à ceux qui vous disent mais vous sauvez ces fonds pour mieux les tuer après? Alors, on attendait la question pour ne rien vous cacher. C'est pas tout à fait ça. Je crois que dans ces actions-là, on participe au maintien de l'espèce aussi, parce que les chevreuils, c'est une espèce qui est quand même un peu menacée maintenant dans certaines régions du canton, par la présence de prédateurs connus, dont on parle beaucoup, le lynx et maintenant le loup. Donc, nous, notre idée, c'est d'effectivement d'être actifs pour la préservation des espèces, mais c'est aussi d'éviter des atroces souffrances à ces animaux qui, en passant dans les faucheuses, sont parfois mutilés, pas forcément tués. Donc voilà, ça s'inscrit un petit peu dans ces deux optiques-là. Messieurs, un grand merci pour votre présence sur ce plateau. Bonne continuation. À bientôt. Merci à vous. Merci. Et si la chasse ne vous parle pas plus que ça, peut-être que les jardins vous parlent beaucoup plus. Jardin en Fête prend ses quartiers au château de Coppet dès vendredi. Et pour la 12e édition, la manifestation se terminera dimanche, jour de la fête des mères. Tiens, ça tombe bien, Florian Cavalleri. Jardins en Fête, c'est une manifestation qui est organisée annuellement, ceci depuis 12 ans. Et le concept, c'est d'avoir des journées des plantes avec une thématique par année. Cette année, la thématique, ce sont les jardins urbains. Et nous avons des exposants qui viendront exposer des petits jardins urbains. L'année passée, c'était une édition qui avait tellement bien fonctionné que nous espérons cette année avoir le même nombre de personnes qui viennent. L'an passé, ce sont près de 8000 visiteurs qui sont venus à votre manifestation. Qu'en est-il des accès, des parkings et puis de l'accès aux caisses ? Alors on a la chance d'avoir à Coppet des accès très facilités. La gare est à 100 mètres. Le lac, pour ceux qui viennent en bateau, l'envie de venir en bateau, comme les gens qui viennent d'Évian ou de Thonon, c'est aussi à 100 mètres. Et puis en face de l'entrée principale, il y a un immense parking où tout le monde peut trouver une place pour garer sa voiture.
En tout, quelques 115 exposants qui seront présents pour Jardin en Fête. Qui sont ces exposants ? Alors, ce sont toujours des producteurs, des obtenteurs, des gens qui produisent eux-mêmes leurs plantes qui viendront exposer. On n'a pas de revendeurs qui viennent ici à Jardins en Fête. C'est une sélection qu'on a décidé de faire nous, d'avoir des gens qui connaissent leur travail, qui connaissent leurs produits. On a aussi un petit peu de la décoration et des gens qui sont toujours des artisans, comme du mobilier de jardin ou des gens qui fabriquent des outils pour le jardin. Et du côté des participants à Jardins en Fête, du public, c'est qui? C'est des gens qui ont forcément un jardin ou bien d'avoir un balcon ou voir un rebord de fenêtre, ça suffit pour venir faire ses emplettes à Jardins en Fête? Alors c'est tout à fait suffisant d'avoir un petit coin, même un balcon, même un petit balcon. En fait, on a des exposants qui proposent des choses très différentes. On a des arbres avec des exposants avec des très grands sujets. On a des exposants qui ont des petites plantes qui vont tout à fait dans une jardinière que vous pouvez avoir sur votre balcon, comme du basilic, la ciboulette, la menthe. Cette année, vous avez décidé d'associer Équiterre à Jardins en Fête. Absolument. En fait, Équiterre, c'est une association qui propose de la construction de jardins urbains et de potagers urbains. Et comme la thématique de Jardins en Fête cette année, ce sont les jardins urbains, nous avons décidé de les inviter comme hôtes d'honneur. Ça se passe très bien avec la commune et il y a même un prolongement dans le bourg de Coppet de ces jardins urbains. La commune de Coppet est toujours d'un énorme soutien pour Jardins en Fête, en temps, en aide. Et puis cette année, ils ont joué le jeu, ils ont mis dans les bacs de la commune des petits jardins urbains où chacun peut aller se servir de plantes, de fleurs et replanter pour le suivant. Autre nouveauté cette année, un brunch. Expliquez-nous les contours de cette nouveauté. Alors nous avons décidé d'organiser un brunch. En fait, il y a beaucoup de nos participants qui avaient envie d'avoir un endroit un peu calme pour prendre un petit déjeuner ou s'asseoir un moment. Puis nous avons décidé, avec l'accord du château, d'ouvrir les terrasses qui sont privées et pas accessibles en temps normal pour organiser ce brunch le dimanche matin. Et le succès est tellement au rendez-vous que vous prévoyez déjà une édition automnale. Oui. Pour la première fois, nous prévoyons de faire une audition cet automne qui sera début octobre, où ce sera toujours des journées des plantes avec un marché de la truffe. Alors on est en route pour la 13e édition déjà ? Espérons, oui, bien sûr, on y travaille déjà pour l'année prochaine. On a déjà plein d'idées pour la thématique, pour de nouveaux exposants et offrir à notre public toujours des nouveautés. Le lieu-dit invite les Nyonnais à sa pendaison de crémaillère ce soir, jeudi soir à 18h. Les nouveaux lieux en plein cœur de la ville offrent une grande visibilité à l'association qui œuvre pour l'intégration des requérants d'asile. Hélène Menu, bonjour. Vous êtes secrétaire de l'association Le Lieu-dit, un local qui est avant tout un cadeau. Oui, tout à fait. Il nous a été mis généreusement à disposition par le propriétaire, M. Zopi. C'était pour nous très très important dès le début d'avoir un lieu, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle le lieu-dit. C'était l'idée de pouvoir avoir un endroit où les migrants peuvent venir, où toutes les activités qui sont proposées par les différents bénévoles peuvent être groupées. Donc avoir ce lieu et en plus en plein centre de Nyon, c'est vraiment très très important. Alors on l'imagine naturellement, c'est une grande visibilité pour l'association. Cette visibilité, elle est nécessaire, pas forcément pour l'association, mais pour votre cause, les requérants d'asile. Oui, tout à fait. Elle est nécessaire du point de vue de la population qui passe devant le local, se dit « Ah tiens, regarde, s'interroge ». Et aussi pour les migrants, ça permet d'avoir un lieu où... qui est visible, ils savent où venir. Et on a vu le nombre de fréquentation du lieu qui est en augmentation exponentielle. Évidemment, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est un sujet qui est sensible. On l'a vu notamment avec différents abris PC dans la région. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, par crainte, se disent « mais qu'est-ce qui va se passer encore avec un nouveau lieu, avec des requérants d'asile ?» Quel regard déjà vous portez sur ces craintes de la population ? C'est pour moi qui les côtoie, les migrants au quotidien, j'ai juste envie de dire à ces gens qui ont des craintes de venir une fois au lieu-dit, de passer, de rencontrer ces gens, parce que toute personne qui fait cette expérience se dit qu'en fait les craintes n'étaient pas fondées. Et c'est l'objectif même donc de ce local en centre-ville, de pouvoir montrer et ne plus cacher justement ces migrants et ces requérants. Il y a différentes manières de soutenir l'association. Il y a évidemment donner de son temps, ça va de soi, proposer des places de stage aussi. C'est une grande difficulté pour les requérants de pouvoir trouver une place de stage.
C'est une grande difficulté parce qu'ils arrivent ici avec tous des niveaux de formation différentes et puis avec une méconnaissance de ce qui existe en Suisse sur l'offre du travail. Donc l'idée, dans leur proposant des offres de stage, c'est soit de proposer des offres de stage à ceux qui ont déjà une formation pour qu'ils puissent faire des premiers pas dans leur métier, mais ici en Suisse, et puis à ceux qui sont encore tout jeunes, de leur montrer différents métiers qui existent. Et il y a possibilité aussi, si chez nous on a de la place, de pouvoir louer auprès de l'association Ludi une chambre par exemple. Alors, l'EVAM met à disposition 610 francs par mois, charges comprises, pour que les migrants trouvent une chambre. Donc ça, c'est tout à fait une possibilité. Si quelqu'un a une chambre qu'il est prêt à mettre à disposition, il peut contacter soit l'EVAM, soit l'association pour faire ça. Et au sujet du logement, il y a aussi le parrainage de logement. Qu'est-ce que c'est? Le parrainage du logement, c'est un nouveau projet qu'on a mis sur pied. Et l'idée, c'est de dire 610 francs, c'est sur la région très faible comme montant. Si des gens désirent aider quelqu'un à sortir d'un abri de la protection civile, mais n'a pas de chambre chez lui ou ne désire pas, pour des raisons qu'il regarde, accueillir quelqu'un, il peut financer, par exemple, à hauteur de 40 francs, 50 francs par mois. Et puis, comme ça, nous cherchons des chambres non plus à 610 francs, mais à 650 francs, ce qui nous permet d'avoir une plus grande offre. L'inauguration de ces locaux au centre-ville, c'est à la rue Neuve, numéro 3. Ça a lieu donc ce soir, jeudi 11 mai, dès 18h. Tout à fait. On est juste. Merci beaucoup, Hélène Menu. Puis bonne fête, du coup, bonne inauguration pour ce soir. Merci. Et puis une rencontre pour terminer ce journal, une rencontre avec Marion Auberson-Radgeb. Sous l'appellation Marion Design, la Nyonnaise présentera sa nouvelle collection intitulée Indécent le 10 juin à l'occasion de Montreux Moda. Andrea Braslopo. Une main de fer dans un gant de velours. C'est certainement la meilleure manière de définir Marion Auberson-Radgeb. Enseignante, consultante, créatrice et maman, la jeune Lyonnaise navigue entre ses différents métiers. Son secret, le voici. Tous les matins, quand je me lève, c'est force, rigueur, discipline. 3 mots. 3 mots qui la portent toujours vers de nouveaux défis. Après une collection dédiée uniquement aux hommes, elle revient avec une griffe mixte, indécent. C'est un mot qui choque un peu, c'est dévoulu. Et le mot m'est venu quand j'étais au zoo avec Ludivine, elle joue au parc, et il y a un vieux monsieur qui est venu s'asseoir à côté de moi. Et il m'a regardée et il m'a dit « Vous êtes indécente, tellement vous êtes belle ». Et je suis restée un peu surprise par ce que me dit ce monsieur qui devait avoir en tout cas 70 ans. Et je me suis dit, génial, indécent tellement c'est beau. J'ai dit, ça c'est une phrase à retenir et j'aimerais faire une collection qui s'appelle Indécent. À l'heure du shooting pour la nouvelle collection, tout le monde s'amuse. Il faut dire que l'ambiance est chaude. Refaites-moi ça, les 2 dernières secondes étaient parfaites. Non, c'était l'attitude, j'ai cru que tu allais choper la bouche. Je me suis dit, ah, enfin! J'ai fait des vêtements pour déshabiller les hommes et les femmes en moins de 3 secondes. Les femmes pourront vraiment s'amuser à arracher les chemises de leur ami ou mari, gilet, pantalon. Et messieurs, vous allez déballer vos femmes en tirant sur un ruban, en les dénouant, en les dézippant délicatement. Donc je dirais que c'est une collection qui est multitaille et facilement enlevable. Ah, merci Prime, j'apprécie. Ça sent qu'ils ont eu chaud dans les vêtements. On sent encore tout chaud. Je trouve qu'elle est simple, qu'elle est abordable, qu'elle ne se pose pas trop de questions et donc comme elle est assez naturelle et vive tout à la fois, je pense que ça facilite le travail avec elle. Elle est toujours agréable, elle dit ce qu'elle pense à chaque fois et ce qui est vraiment très très bon. En même temps, il faut en avoir pour pouvoir créer une collection pareille et pouvoir dire qu'on est le créateur de cette collection-là. Donc sincèrement, travailler avec elle, c'est vraiment extra. Le résultat sera visible les 9, 10 et 11 juin à Montreux lors du Montreux Moda. J'aimerais qu'on voie quand même de l'amour à travers mes photos, du romantisme, de la tendresse. On dit souvent c'est indécent d'aimer, mais en fait non. C'est indécent le terrorisme et la guerre. Aimer c'est la vie, aimer c'est normal. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. À travers votre collection. À travers ma collection. Et voilà,
Coup de chaud également sur le plateau. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle édition. Dans quelques instants, à suivre le débat des candidats au second tour du Conseil d'État vaudois en collaboration avec la Côte. Rodolphe Fener et Michel Jeutran recevront donc les 6 candidats encore en lice. Bonne suite de programmes sur NRTV et à tout bientôt.